Bien, on aborde maintenant le chapitre 7, l'aspect vectoriel des forces. Alors, je vais faire une petite introduction. Ça, c'est le chapitre qui vous pose pas mal de problèmes. C'est normal. C'est toujours en première année, c'est toujours la crise quand on fait les vecteurs. Les élèves refusent de comprendre. Alors, essayez de comprendre. Ok? Supposons que je prends un temps. J'ai un temps 1 qui est 3 secondes, et puis après j'ai un autre événement qui se déroule pendant un temps de 12 secondes. Quel est le temps total? Eh bien, le temps total, vous allez pouvoir le calculer comme T1 et T2, T1 plus T2, 12 plus 13, ça fait 15 secondes. Okay? Là, vous avez l'exemple d'une quantité scalaire, okay? Et toutes les quantités scalaires sont des quantités qui s'ajoutent et se soustraient facilement. Toutes les quantités scalaires, c'est toutes les quantités qui ne sont pas vectorielles, donc qui n'ont pas comme caractéristique, qui dans leurs caractéristiques n'ont pas la direction, le sens, etc. Hein? Donc vous prenez le temps, alors là vous avez dans les quantités scalaires, vous avez le temps, vous avez l'énergie, vous avez la masse. Hein, quand vous additionnez deux masses, les masses c'est simplement des nombres, vous additionnez ces deux nombres, ça vous donne la masse totale. Donc toutes les quantités scalaires, ce sont des quantités qui sont données par un nombre. Okay? Quand vous écrivez un nombre pour la masse, vous avez tout dit, à part l'unité bien sûr, mais quand vous donnez un nombre, 3,2 kg, avec 3,2 kg, vous avez tout dit sur la masse, vous n'avez pas besoin de préciser d'autre chose. Ça, c'est les quantités scalaires. Maintenant, nous, on s'intéresse pour la première fois aux quantités vectorielles. Et les quantités vectorielles en physique, il y en a beaucoup. Okay? Les quantités vectorielles, c'est par exemple la position, la vitesse, l'accélération, mais ça, vous verrez en deuxième année. Et puis pour vous, ce qui vous intéresse comme quantité vectorielle, c'est les forces. Alors pourquoi est-ce que les forces sont une quantité vectorielle? Parce que le sens et la direction de la force et le point où elle s'applique ont une importance. Vous ne pouvez pas définir une force uniquement par un nombre. Si vous donnez un nombre, vous donnez le nombre de newtons, mais vous n'avez pas tout dit sur la force. Hein. Si vous prenez un objet, comme mon magnifique ruban correcteur, eh bien, si j'exerce une force sur ce ruban correcteur dans cette direction, il va bouger dans un sens. Si j'applique la force dans la direction opposée, il va bouger dans l'autre sens. Et puis si j'applique la force comme ça, c'est un peu compliqué, il va bouger dans un autre sens encore. Okay? Donc les forces, ce sont des objets plus compliqués pour lesquels vous devez donner non pas seulement une intensité, mais vous devez donner une direction, un sens et un point d'application. Donc la force, elle est caractérisée par 4 grandeurs. La première grandeur, c'est son intensité. Par exemple, je peux dire ici que cette force, elle vaut 12 newtons. Elle a une intensité de 12 newtons. Okay? Mais je dois aussi donner la direction de la force. Et la direction, faites attention à cette définition-là, la direction, c'est la droite le long de laquelle agit cette force. Okay? C'est la droite. Puis une droite, elle a deux bouts. Elle a un bout qui est là et un bout qui est là. Et vous avez une troisième indication, une troisième caractéristique de la force qui est le sens. Alors, vous avez toujours une seule direction, mais pour chaque direction, vous avez deux sens possibles. Vers ici ou vers ici. Okay? Et puis après, vous avez le point d'application. Le point d'application de la force, c'est ce point-là, c'est l'endroit où elle s'applique à un objet. Comme je vous disais tout à l'heure, si j'applique ma force ici, l'objet il va se mettre à tourner dans un sens. Si j'applique ma force là, il tourne dans l'autre sens. Donc le point d'application, il est important. Okay? Par exemple, si je prends une force de pesanteur, okay, et quand je désigne un vecteur, je mets la petite flèche dessus. Si je prends une force de pesanteur, cette force, elle va être dirigée vers le bas.
L'intensité, c'est quoi? Ben, supposons que je prends une masse de 2 kg ici, si on est sur Terre, la force de pesanteur, ce sera 2 kg fois G qui vaut 9,81, qu'on peut arrondir à 10, ok? Et donc, vous aurez une force de pesanteur qui a une intensité d'environ 20 newtons. Vous voyez que pour noter l'intensité, j'ai pas mis la petite flèche dessus, parce que ça, c'est l'intensité, alors que là, c'est le vecteur, ça contient plus d'informations. Okay. Donc la première caractéristique, c'est l'intensité, c'est le nombre de newtons. La deuxième caractéristique, c'est la direction. Alors ici, pour la force de pesanteur, eh bien la direction, elle est verticale. Okay. Verticale, ça veut dire soit vers le haut, vers le bas. Et puis maintenant, le sens, ce sera vers le bas. Parce que dans la direction verticale, il y a deux sens possibles, il y a vers le haut, vers le bas. Et le point d'application, c'est ce point-là qu'on va mettre sur l'objet sur lequel agit la force, au bon endroit, à l'endroit où la force agit. Voilà. Donc essentiellement, c'est ça que vous devez savoir. Les forces sont des vecteurs, et donc pour additionner des vecteurs, on ne pourra pas utiliser les mêmes techniques que là. On ne pourra pas, parce que vous devez tenir compte de l'angle qui existe entre deux forces pour les additionner, et on a développé des méthodes graphiques et algébriques pour faire ces additions, mais ça ne s'additionne pas comme les quantités scalaires. Alors, on passe maintenant au cours. Donc là, je vous répète essentiellement ce que je viens de vous dire. Une force est une grandeur qui est vectorielle, qui est plus compliquée qu'une grandeur scalaire. Elle n'est pas juste donnée par un nombre, mais elle est donnée par un nombre qui est son intensité, en newton, par une direction qui est la droite le long de laquelle le vecteur vit, un sens qui est le choix d'un des bouts de la droite, et puis le point d'application qui est ce point-là. Ok ? Après, vous pouvez lire tout ça. Faites attention aux notations. Faites très attention à ça, parce que là, je suis intraitable sur les corrections. Quand vous donnez l'intensité d'une force, vous mettez le F sans la petite flèche. Et le F sans la petite flèche, c'est la même chose que cette notation-là. Cette notation-là, elle veut dire norme ou intensité, si vous préférez, de la force. Okay, ça c'est uniquement le nombre de newtons quand j'écris les choses comme ça. Et puis quand j'écris les choses avec une flèche dessus, eh bien ça veut dire que je donne la force, je donne sa longueur via une certaine échelle, je donne sa direction, et puis je donne le sens, et puis je donne le point d'application. C'est deux choses différentes, essayez de ne pas confondre ces notations-là. Voilà. Alors faisons l'exercice ici, enfin essayez de le faire et puis ensuite reprenez la correction. Une masse de 3 kg est accrochée au bas du ressort. Donc ici vous avez une masse de 3 kg, représentée par une flèche la force de pesanteur de la masse. Alors si je veux être un peu pénible, je vais dire que quand on attache une masse au ressort, le ressort s'allonge. Alors comment est-ce qu'on représenterait par une flèche la force de pesanteur qui agit sur la masse? Eh bien, pour faire ça, il faut qu'on se donne une échelle. Donc l'échelle, on l'a donnée ici, et pour l'échelle, on vous dit 1 cm représente 10 newtons. Ok, magnifique. Magnifique. Donc, ma masse vaut 3 kg. Donc je calcule la norme de ma force de pesanteur comme m fois g. Vous voyez que là, il n'y a pas de flèche, c'est la norme. Ok, la masse, c'est 3. G, c'est environ 10. J'approxime G à 10 pour les applications graphiques. Donc ça vous fait une force de pesanteur de 30 newtons. Et donc, je vais tracer ici, vers le bas, une flèche que j'appelle FP avec la petite flèche dessus pour dire que c'est un vecteur. Et cette flèche, elle a une longueur de 3 cm à cause de mon échelle qui est donnée là. D'accord? Après, on vous dit représenter par une flèche la force que le ressort exerce sur la masse. Si avec une force vers le bas, la masse, elle tomberait.
Or, la masse, quand elle est attachée à un ressort, elle bouge encore un petit peu, puis ensuite elle se stabilise. Au moment où elle est stabilisée, ça vous le savez parce qu'on a vu les conditions d'équilibre, au moment où la masse est stabilisée, elle ne bouge plus, et si elle ne bouge plus, ça veut dire qu'il y a un équilibre des forces au niveau de la masse. Ça veut donc dire qu'on a une force de réaction du ressort qui, elle, va s'exercer vers le haut et qui va avoir la même intensité que la force de pesanteur. Donc je trace un vecteur vers le haut dont la longueur est aussi de 3 cm. Okay. Et puis dernière question, quelle est l'intensité F sans la flèche de la force F avec la flèche représentée par la flèche ci-dessous? Eh bien, comment vous faites ça? Vous avez une échelle 1 cm pour 10 newtons. Vous mesurez cette flèche. Alors normalement, cette flèche, elle devrait avoir un point d'application là au centre de la masse. Vous mesurez la longueur de cette flèche. Moi, je trouve 1,4 cm. Et donc, si j'ai 1,4 cm au travers de cette échelle, ça va me faire 14 newtons de force. D'accord? Tout simplement. Vous lisez l'échelle. Voilà. Comment est-ce qu'on additionne des forces? Alors ça, on va arriver à la méthode du parallélogramme. Hein. Comment est-ce qu'on additionne des forces? On a des méthodes pour faire ça. Et le but de cet exercice, c'est de vous montrer que selon l'angle qu'on a entre les forces, la force qui représente la somme des deux forces n'est pas la même. Alors, considérons l'exemple suivant de deux hommes qui soulèvent une charge à l'aide de cordes. La masse noire soulevée est de 8 kg. Donc la masse noire, c'est 8 kg. Ok. Peut-on remplacer les deux hommes par un homme soulevant la même masse? Bah oui, on peut. Hein. Votre masse de 8 kg, vous pouvez très bien avoir un homme qui la tire vers le haut tout seul. D'accord? Et là, la corde sera verticale. Et puis, quelle force est-ce qu'il va devoir exercer cet homme? Eh bien, la force de pesanteur de la masse, c'est quoi? C'est 8 kg, c'est masse fois G. Ouais, je vais quand même écrire la formule, parce que je vous demande d'écrire les formules dans les examens. Donc, la force, c'est la masse fois G. La masse, c'est 8 kg. G, c'est environ 10. Ça vous fait une force de 80 newtons vers le bas. Donc la force qu'il faut pour soulever la masse, c'est 80 newtons. Hein. Vous aurez une force de pesanteur qui va s'exercer vers le bas, qui aura une intensité de 80 newtons. Et si vous voulez que le gaillard arrive à soulever sa masse, eh bien, il faudra qu'il exerce une force qu'on va appeler force motrice vers le haut, qui vaut aussi 80 newtons à l'intensité. Okay. Maintenant, dans la figure de gauche, est-ce qu'il est suffisant que chaque personne exerce une force de 40 newtons pour soulever la boule noire? Bah, on va essayer, on va voir. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre cet exercice? D'abord, il nous faut une échelle. Okay. Donc là, on va se donner une échelle et 1 cm. Alors, on a des forces de 80 newtons. Je vous propose de prendre 1 cm pour 20 newtons. S'il vous plaît, n'écrivez pas force égale des centimètres. Les forces en newtons, vous n'exprimez pas des forces en centimètres. Si je prends cette échelle-là et que je dis OK, donc maintenant chaque personne va exercer une force de 40 newtons. Ça fait que ces forces de 40 newtons, ce seront des vecteurs qui feront 2 cm de long. Alors là, je vais placer mon centre mon point d'application ici, à l'endroit où la masse et les ficelles se touchent. Et puis, je peux dessiner maintenant une force de 2 cm qui représente 40 newtons dans la direction dans laquelle tire un des bonshommes et un des bons hommes, et puis je trace une autre force de 20 cm dans la direction de la corde de l'autre bonhomme.
Ok. Maintenant, comment est-ce que je fais pour additionner ces deux forces? Eh bien, c'est la méthode du parallélogramme que je vous ai expliqué en long, en large et en travers. Donc là, je vais former un parallélogramme en utilisant les deux forces. Donc je vais tracer ici une droite qui est parallèle à cette force-là, et je vais tracer au sommet de la deuxième force une droite qui est parallèle à l'autre vecteur. Okay. Et ça va me donner la somme de mes deux forces. Alors si le dessin est bien fait, cette somme, elle devrait être verticale. Et puis je peux leur donner des noms à ces forces. C'est bien de donner des noms à ce qu'on fait dans les dessins. Donc cette force-là, je peux l'appeler F1. Cette force-là, je peux l'appeler F2. Et puis ici, ce sera la force résultante que je vais pouvoir écrire simplement comme F1 plus F2. Faites attention, ce plus-là, c'est pas le plus qui est entre les masses, c'est pas le plus entre les scalaires. Ce plus-là, c'est l'addition vectorielle. C'est une autre opération que l'opération d'addition scalaire. C'est une opération que l'on peut faire graphiquement par la méthode du parallélogramme ou par la méthode bout à bout. Alors, quelle est la force maintenant que ces deux gaillards exercent vers le haut? Eh bien, je mesure ma force ici, j'obtiens 3 cm. Donc ça veut dire que la force résultante exercée par les deux gars, 3 cm à 20 newtons par centimètre, ce sera 60 newtons. Et donc, c'est pas suffisant pour soulever la masse, parce que la masse, elle a une force de pesanteur de 80 newtons, et donc la force de pesanteur de la masse, c'est un vecteur qui fait 4 cm de long. Donc vous voyez qu'il y a une force de 4 cm de long vers le bas, une force de 3 cm de long vers le haut. La force qui est exercée par ces deux gaillards n'est pas suffisante pour soulever la masse. Okay. Et puis dans cette situation-là, c'est encore pire, parce que l'angle entre les deux forces est encore plus grand. Donc si je trace maintenant mes deux forces de 2 cm ici pour les deux gaillards, ils tirent toujours 40 newtons. Ok. 2 cm. Et puis là, je refais ma construction, je trace mes parallèles au bout de chacun des vecteurs, des parallèles à l'autre vecteur. Si vous avez pour la semestrielle une équerre comme la mienne avec les traits pour tracer les parallèles, c'est très pratique. Donc vous voyez que maintenant vous avez une force résultante due aux deux forces qu'exercent les deux gaillards, c'est de nouveau F2, c'est de nouveau F1. Eh bien, cette force résultante, maintenant, elle fait combien de centimètres? Elle fait 2 centimètres. Donc, la force résultante a une valeur de 40 newtons. Et de nouveau, ce sera insuffisant pour soulever cette masse, parce que cette masse, elle a toujours une force de pesanteur de 40 newtons. Ok? Alors, dans quelle situation est-ce que, en exerçant deux forces de 40 newtons, ces deux gaillards vont réussir à soulever la masse? Eh bien, ils vont réussir à soulever la masse avec des forces de 20 newtons uniquement s'ils tirent les deux verticalement. C'est-à-dire que s'ils tirent les deux verticalement, eh bien, vous avez toujours vers le bas votre force de pesanteur de 40 newtons de la masse, mais vers le haut, vous aurez maintenant deux forces de 20 newtons chacune, et ces deux forces, vous pouvez maintenant les additionner parce qu'elles vont dans le même sens. On peut additionner naïvement l'intensité des forces uniquement quand elles s'exercent dans le même sens. Donc vous avez vers le haut une force de 20 newtons, une autre force de 20 newtons, vous avez vers le bas une force de 40 newtons, donc vous avez 40 newtons au total vers le haut, 40 newtons vers le bas, et ça c'est là juste la limite pour que vous puissiez soulever votre masse. Donc si vous avez l'équilibre des forces, vous allez pouvoir soulever votre masse à vitesse constante. Ok ?
Alors ça vous montre que pour additionner les forces, il faut des techniques différentes que les techniques qu'on a développées pour additionner des nombres, parce que les forces ne sont pas des nombres. Je ne vais pas repasser 3 jours sur la méthode du parallélogramme. La méthode du parallélogramme, c'est la méthode graphique pour additionner deux forces ou plusieurs forces. Quand vous avez deux forces, ici F1, F2, eh bien, comment vous faites? Vous tracez au sommet de ce vecteur-là une parallèle à celui-là, et vous tracez au sommet de l'autre vecteur une parallèle à l'autre vecteur, et puis à l'endroit où vos forces où vos parallèles se croisent, eh bien ça c'est le sommet du vecteur somme F1 plus F2. Et cette somme-là, de nouveau, c'est la somme vectorielle, c'est pas la somme scalaire. D'accord? Quand on a plus de deux forces, ça devient un peu plus compliqué de travailler avec la méthode du parallélogramme. Je vais vous faire un exemple. Supposez qu'on ait trois forces. Alors maintenant, je ne m'occupe pas de l'échelle. Quelle que soit l'échelle, ça va donner la même chose. Supposons que j'ai trois forces. Ces trois forces sont comme ça. Je les appelle F1, F2, F3. Et j'aimerais maintenant connaître la force résultante, c'est-à-dire la somme vectorielle de F1, F2 et F3. Bon, regardons quand même quelles sont les intensités, ça nous sera utile. Prenons une échelle de 1 cm correspondant à 10 newtons. Donc si je les mesure, cette force-là, elle fait 2,3 cm. Ça va donc être une force d'intensité de 23 newtons. Cette force-là, elle a une longueur de 4,8 cm, ça nous fera donc une intensité de 48 newtons. Et puis celle-ci, elle a une longueur de 2,8 cm. Ça nous fera 28 newtons d'intensité. Alors maintenant, on va additionner ces trois forces et on va voir si l'addition des intensités donne l'intensité de la force résultante. Évidemment, le résultat sera non. Comment vous faites l'addition de trois forces par la méthode du parallélogramme? Vous commencez par deux forces, puis après vous additionnez le résultat avec la troisième force. Vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez. L'addition des forces est commutative, et donc vous pouvez additionner d'abord F1, F2, et puis après F3. Okay? Alors pour F1, F2, comment je fais? Eh bien, je trace une parallèle à F2 au sommet de F1. Voilà. Et puis je trace une parallèle à F1 au sommet de F2. Alors là, bon, ouais. Tac. On va faire ça comme ça. Essayez d'être précis. Et puis, eh bien, là, sur la diagonale de ce parallélogramme, j'obtiens la somme de F1 et F2, mais c'est la somme vectorielle. C'est pour ça que je mets des vecteurs, et le plus, c'est l'addition vectorielle. Puis maintenant, si je veux additionner ça avec F3, je prends ça et je l'additionne avec F3. Okay? F1 et F2, il ne faut pas les reprendre parce qu'elles sont déjà dans cette addition-là. Donc je vais prendre mes deux vecteurs et puis je vais tracer au sommet du vecteur F3 une parallèle au vecteur F1 plus F2. Donc ça va venir là. Okay? Et puis je trace au sommet de F1 plus F2 une parallèle à F3. Et je trouve maintenant, comme somme de mes trois forces, ce vecteur-là, okay, et ce vecteur-là, c'est F1 plus F2 plus F3, je peux l'appeler force résultante si je veux. D'accord? Ça, c'est la méthode. Maintenant, mesurons cette force-là et voyons quelle intensité elle a. Alors elle fait 7,3 cm, donc elle fait 73 newtons, cette force-là. Voyons si 73 newtons, c'est la somme des intensités. Les intensités, c'est 28 plus 48, ce qui fait 76,
plus 23, ça fait 96, 99. Ça fait 99 newtons, la somme des trois intensités, alors qu'ici, la force résultante, elle a une intensité de 73 newtons. D'accord? Donc, ça marche pas. Vous ne pouvez pas ajouter simplement les intensités pour calculer la force résultante. D'accord? Donc, quand on a plusieurs forces à additionner, on utilise une autre méthode qui est la méthode bout à bout. Si je redessine l'exemple que j'ai fait tout à l'heure, à peu près, je ne vais pas dessiner ça précisément. Là, j'avais une force F3. Là, j'avais une force F2. Et par là, j'avais une force F1. Eh bien, au lieu de construire mes parallélogrammes, qu'est-ce que je fais? Je commence par un des vecteurs, n'importe lequel. Alors, j'ai un peu l'habitude de commencer par F1, mais vous pouvez commencer par n'importe lequel. Je prends le premier vecteur, je le garde comme ça. Je prends le deuxième vecteur et je le dessine au bout du premier. Donc, vous voyez que ce deuxième, alors il faut que je mesure, évidemment. Il fait 3,9. Il fait 3,9 et donc je vais tracer une parallèle au premier vecteur, au deuxième vecteur depuis le sommet du premier, et je vais faire là une flèche de longueur 3,9. Okay, le F2, je l'ai copié au sommet du F1. Puis après, je prends le F3. Il faut que je le mesure. Le F3, il fait 2,5 cm. Et je vais tracer une parallèle au F3, ici, de 2,5 cm, au bout du F2. Et maintenant, le résultat de tous mes calculs, c'est une flèche qui va aller depuis le centre d'application de toutes les forces qu'on veut additionner jusqu'à la fin de la dernière flèche. D'accord? En fait, tout ça revient au même que la méthode du parallélogramme, parce que vous voyez bien que ici, j'ai un parallélogramme, le parallélogramme qu'on a dessiné tout à l'heure, j'ai ce parallélogramme-là, et le vecteur F2, c'est simplement le côté du parallélogramme. Ok? Et puis ensuite, quand je veux faire l'addition de la somme des deux forces F1, F2 avec la force F3, eh bien là, je trace un autre parallélogramme qui est celui-ci, et vous voyez que le vecteur F3 que j'ai mis là, il correspond à un côté de ce parallélogramme aussi. Donc là, les deux méthodes sont parfaitement équivalentes. Alors la méthode bout à bout, elle est simplement plus avantageuse quand vous avez beaucoup de forces. Jusqu'à 3 forces, vous pouvez faire avec la méthode du parallélogramme. Mais sinon, je vous conseille d'utiliser la méthode bout à bout. Okay. Alors faisons l'exercice, faites-le déjà. L'échelle, c'est 1 cm pour 3 newtons. Et puis, on vous demande d'additionner vectoriellement les forces représentées par des flèches. Chaque fois, indiquez l'intensité de la force obtenue. Faites des dessins précis. Ne me faites surtout pas ces dessins à main levée. Surtout pas. On peut pas faire ça à main levée, c'est pas possible. Ok? C'est comme si les architectes faisaient des plans de maison à main levée, ça n'existe pas. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit tracer à la règle. Ok, là vous avez 3 forces, je ne vais pas leur donner de nom, etc. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si j'utilise la méthode bout à bout, je vais prendre cette force-là, la mesurer, elle fait 1,7 et je trace une parallèle à Icelle qui est de longueur 1,7 au sommet de la première force. Et puis ensuite je prends cette force-là, je la mesure, elle fait 2,2. Donc je vais tracer une parallèle de longueur 2,2 au sommet du deuxième vecteur. Okay? Et de cette manière, j'ai dessiné la force résultante ici. Ça, c'est ma force résultante. Cette force-là, si elle agit sur un objet qui se trouve ici, elle a le même effet que les 3 forces agissant ensemble.
hein. Et cette force résultante, elle a quelle intensité? Alors si je la mesure, elle fait 5,5 cm. Donc l'intensité, ce sera 5,5 fois 3. Et ça fait 16,5. Donc l'intensité de la force résultante, ce sera 16,5 newtons. Alors oui, ça se marche un peu dessus, je suis désolé. Pour le deuxième dessin, je vous encourage à être malin. Quand vous avez 4 forces à additionner, mais qu'elles sont par groupe de 2 le long de la même direction, vous pouvez exploiter ce fait. Donc ici, vous avez une force vers la droite de 2 cm, donc 6 newtons, et vous avez une force vers la gauche de un peu moins qu'1 cm, donc autour de 2,5 newtons. Alors évidemment, vous aurez une force résultante pour ces deux forces-là, qui sera donnée par la grande force moins la petite. Hein. Donc vous mesurez la longueur de cette force-là, qui fait 8 mm, et puis cette force-là, vous allez la soustraire ici à la force, enfin je devrais faire ça en bleu plutôt, vous allez la soustraire à la force qui va vers la droite, et donc ça va vous donner ici la force résultante dans la direction, dans cette direction-là. Puis maintenant, on fait la même chose pour les forces qui sont dans l'autre direction. Vous avez une force plus importante vers le bas que vers le haut, donc vous allez prendre cette force-là, qui fait 1,4 cm, et vous allez la soustraire ici. En fait, si vous travaillez avec la méthode bout à bout, c'est exactement ce qu'on fait avant. On prend cette force-là, on la met au sommet de l'autre, et puis la force résultante est donnée par ce vecteur-là. D'accord? Donc, cette flèche rouge, c'est la force résultante dans cette direction-là. La petite flèche rouge là, c'est la force résultante dans l'autre direction. Et donc maintenant, on peut facilement tracer la force résultante finale en traçant un parallélogramme. Et donc, on trouve ici, je vais la faire en vert cette fois-ci, on trouve ici la force résultante de ce système de 4 forces, et son intensité, eh bien je mesure sa longueur, elle fait 1,4 cm. Donc son intensité, elle est de 14 newtons. Non, c'est pas possible. Je me suis trompé d'échelle, parce que si là j'ai 16,5, là ça peut pas être 14. Excusez-moi, j'étais à l'échelle 1 cm pour 10 newtons. Ici, on est à 1 cm pour 3 newtons. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 1,4. Hein. J'ai dit 1,4. Si on fait 1,4 fois 3, ça nous fait 3 fois 1, 3, 3 fois 4, 12. Ça fait 4,2 newtons. Donc là, on a une force de 4,2 newtons. Et ça, c'est correct. Maintenant, ces trois forces-là, comment on va faire? Bon, on a deux forces vers le haut, on va vous commencer par la force que vous voulez. Mais une manière de faire, par exemple, c'est de mesurer cette force-là. Elle fait 2,9 cm. Donc maintenant, je vais tracer une parallèle à cette force-là à partir du sommet du deuxième vecteur. J'ai dit 2,4, c'est ça? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Non, elle fait 2,9, pardon, pas 2,4. Ok, donc 2,9, on trace ça comme ça, 2,9. Voilà, j'ai pris cette force-là, je l'ai déplacée là, et puis ensuite je prends cette force-là et je la trace au sommet de ma troisième force. Celle-là, elle fait 2,3 cm, donc je vais tracer ici une parallèle à la force d'en bas, elle fait 2,3 cm. Donc maintenant j'ai mis mes trois forces bout à bout. Eh bien, la force résultante dans ce système, elle est donnée par un vecteur qui va du point d'application jusqu'à l'extrémité de la dernière flèche. Et si vous voulez en connaître l'intensité, eh bien, vous regardez la longueur, ça fait 1,8 cm fois 3. 3 fois 1, 3, 3 fois 8, 24, ça vous fait 5,4 newtons.
Donc l'intensité de FR, c'est 5,4 newtons. Faites attention à vos notations, ok? Ça, c'est une notation qui est correcte. Ça, c'est une notation qui est fausse, parce qu'à gauche, vous avez un vecteur, à droite, vous avez son intensité qui est un scalaire. Et puis, un truc qui est horriblement faux, c'est FR égale 1,8 cm. Ça, s'il vous plaît, je ne veux pas voir. On ne donne pas des forces en centimètres, on donne des forces en newtons. Donc ça, vous ne me le faites pas dans l'épreuve, s'il vous plaît, parce que ça m'énerve, et puis si ça m'énerve, ben, c'est pas bon pour votre note. Voilà. Exercice sur l'addition vectorielle des forces. Là, c'est simple à faire parce que c'est sur du papier quadrillé. Donc, quand c'est sur du papier quadrillé, vous pouvez utiliser les carreaux pour vous orienter. D'accord? Alors, vous voyez par exemple ici, j'ai un vecteur F1 et F2. Okay, le vecteur F1, il a quoi? Il a 3, 4, 6 carrés horizontalement et 1 carré verticalement. Ça, c'est ses coordonnées. En fait, ce vecteur-là, F1, on pourrait l'écrire comme 6, 1 dans un système de coordonnées cartésien, dans un système XY, comme vous en voyez chaque jour pendant les cours de maths. Alors, ce vecteur 6, 1, ben maintenant que vous connaissez ces coordonnées, vous pouvez le reporter au bout du vecteur F2. Donc, vous comptez 2, 4, 6 vers la droite, 1 vers le haut, et puis là, vous pouvez tracer votre vecteur là. Vous n'avez pas besoin de règles pour faire ça. Et là, je me permets de tracer le vecteur à la main, mais vous ne devez pas. Pourquoi je me permets de le tracer à la main? Parce que je connais exactement le bout du vecteur. C'est ça qui est important, c'est le bout du vecteur. Maintenant, la flèche du vecteur, si elle n'est pas tout à fait droite, c'est un peu égal. Ce qui nous importe, c'est cette position-là. Okay? Et cette position-là, eh bien, elle nous détermine la force résultante. Donc, la force résultante, ça va être ce vecteur-là. C'est le vecteur qui va du point d'application de toutes les forces jusqu'au bout de la dernière flèche. Et ce vecteur-là, on peut mesurer sa longueur. Alors, sa longueur, moi, je trouve que c'est 2,5 cm. 2,5 fois 50. Ça fait 125 newtons. Donc l'intensité là, elle est de 125 newtons. L'intensité de la force résultante. Après, dans ce cas-là, ben, de nouveau, vous pouvez utiliser les quadrillages. Alors commençons par F1. F2, elle a les coordonnées 6 et 3. Donc je pars de F1, je fais 6 à droite, 3 en haut, et j'arrive là. Okay, et puis après, je prends la force F3 qui va vers le bas, c'est 2, 4, 5 carrés vers le bas, 1 à gauche, 2, 4, 5 carrés vers le bas, 1 à gauche. Cette force-là, je l'ajoute là. Et maintenant, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que ma force résultante, elle est ici. Et quelle est l'intensité de cette force résultante? Eh bien, je mesure la longueur de mon vecteur. Mon vecteur fait 8 mm. Donc 0,8 fois 50, ça nous fait environ 40 newtons de force. Vous voyez que c'est consistant, 125 newtons ici, 40 newtons là. Exercice suivant, le vecteur F2, il a comme coordonnées 2, 3 vers la droite, 2, 4 vers le haut. Donc je calcule 3 vers la droite, 4 vers le haut, et donc là, le sommet du vecteur arrive là. Okay, et puis après, ce vecteur-là, il fait 5 vers le bas, et puis 0 vers le côté, donc 2, 4, 5. Ce vecteur-là, il va arriver là. Et donc, ma force résultante, elle va être située vers le haut ici. Okay, et son intensité, elle va être de, c'est 1,3 cm. 13 fois 5, 5 fois 10, 50, 5 fois 3, 15, 65 newtons. Et puis dans le dernier, c'est la même chose. Alors vous avez un vecteur F2 qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 2 de haut. Donc là, vous partez de là, 2, 4, 6, 8,
10, 11 et 2 de haut. Et puis les longs vecteurs, on va quand même les tracer à la règle. Et vous, je vais vous les tracer à la règle. Et puis après, je prends le vecteur qui est dirigé vers le bas, 2, 4, 5 vers le bas. Donc je pars de là, je fais 2, 4, 5 vers le bas, ça va arriver ici. Ok. Et donc maintenant, ma force résultante, elle est où? On a dit que la force résultante, elle allait du point d'application de toutes les forces jusqu'à la fin du dernier vecteur qui a été mis bout à bout. Donc la force résultante, ici, elle est comme ça. Okay. Et puis son intensité, ça fait 4 mm. Donc 0,4 fois 5, ça fait 20 newtons. Et c'est bien compatible avec cette force-là qui en faisait 40, etc. Ok? Exercice suivant, décider une force F0 telle que la somme des forces soit 0. Vous voulez que les objets qui sont là soient à l'équilibre. Par exemple, vous avez un objet là. Comme ça, il n'est pas à l'équilibre parce qu'il y a une force F1 qui tire à gauche, vers le haut. Donc, si vous voulez que l'objet soit équilibré, eh bien, vous devez opposer à cette force F1 une force, c'est moins F1 en fait, une force qui va être de sens opposé, mais de même direction et de même intensité. Là, vous voyez que cette force F1, elle fait 2, 4 vers la gauche, donc moins 4 dans la coordonnée X et 2 dans la coordonnée Y. Eh bien, vous allez ajouter un vecteur qui est le vecteur opposé, qui va arriver en ce point-là. Et ce vecteur-là, vous allez le nommer F0, parce qu'on vous dit dessiner une force F0, donc vous devez légender ce que vous écrivez, et vous devez ensuite calculer son intensité. On vous dit que 1 cm, c'est 50 newtons. Là, disons que ça fait 2 cm, donc ça va faire une intensité de 100 newtons. Ici, vous avez deux forces qui tirent en gros vers la droite. Si vous voulez compenser ces forces, il vous faudra une force vers la gauche. Alors vous avez deux manières de faire. Soit vous calculez la somme de ces deux forces et puis vous construisez le vecteur opposé, soit vous construisez le vecteur opposé à F1, le vecteur opposé à F2 et ensuite vous calculez leur somme. Moi je trouve que ça va plus vite dans la première manière. Donc là j'ai une force F1, puis F2, elle va de 2 vers le bas et 5 vers la droite. Donc je trace ici 2, 3, 4, 5. Ça va arriver là. Alors la construction, je vais la faire en bleu. Voilà. Là, si je fais la méthode bout à bout, ok, je trouve ici sur la diagonale un vecteur qui est la somme F1 plus F2. Et donc, si je veux compenser cette force et avoir une force totale nulle, je dois tracer l'opposé de ce vecteur, tracer un vecteur vers la gauche. Donc là, on a 2, 4, 6, 2, je vais y arriver, 2, 4, 6, 8, 9 carrés. Donc on va, pour la force F0, on va tracer un vecteur de 2, 4, 6, 8, 9 carrés vers la gauche. Et ça, c'est notre vecteur F0, qui est d'ailleurs égal à moins le vecteur F1 plus F2. Okay. Et quelle est l'intensité de cette force? Eh bien, je la mesure. Ça fait 3,9 cm. 3,9 fois 50, j'ai pas envie de calculer de tête. 3,9 fois 50, ça fait 195 newtons. Ça, c'est l'intensité de cette force-là. Ici, vous avez des vecteurs F1, F2 que vous devez additionner, puis ensuite vous construirez un vecteur qui est l'opposé de cette force. Alors pour additionner ces deux vecteurs, vous les mettez bout à bout. Ici, c'est le point d'application des forces, il faut bien l'identifier. Là, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 1 de haut. Ce vecteur-là, il fait aussi 15 de long. Et donc, si vous rajoutez le vecteur F2 au sommet du vecteur F1, ça va vous faire quelque chose comme ça. Et donc, la force résultante de
F1 et F2, elle est ici, ça c'est F1 plus F2. Et si vous voulez compenser cette force-là, eh bien, il vous faut une force F0 dirigée vers le bas, qui est l'opposé de la force bleue. Et la longueur, elle fait, allez, 8 mm. 5 x 8, 40. Ça va faire 40 newtons. Ok? Parce que 1 cm c'est 50 newtons. Oui, 8 mm ça fait 40 newtons. Ici, c'est un peu la même histoire. Vous avez F1 et F2 qui font chacun 1 carré, 1 carré. Donc si vous mettez F2 au sommet de F1, il sera là. La force résultante entre F1 et F2, elle sera là-haut. Donc si vous voulez compenser cette force, eh bien vous allez introduire une force F0 dirigée vers le bas. Et cette force, c'est la même que dans le cas précédent. Donc c'est 40 newtons. Puis maintenant, on a les exercices faciles où les forces sont opposées. Quand les forces sont opposées, vous prenez simplement la plus grande des forces et vous soustrayez la plus petite. Hein, ça revient à faire la méthode bout à bout. Vous prenez le vecteur F1 et puis au sommet du vecteur F1, vous tracez le vecteur F2 qui fait 1, 2, 3, 4, 5 carrés vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carrés vers la droite. Votre vecteur F2, vous le tracez là. Et puis la force résultante, elle vous est donnée par le vecteur qui va du point d'application jusqu'à au bout de la dernière flèche que vous avez ajoutée. Et donc ça, c'est la force résultante. Si vous voulez compenser la force résultante, eh bien, il vous faudra une force dans l'autre sens, dans le sens opposé, force qu'on va appeler F0, qui fait de nouveau 2 carrés de long, donc on ne va pas se fatiguer, ça fait de nouveau 40 newtons. Okay, et pour finir ici, le point d'application, alors il est là. Okay, vous avez une force de 3 carrés de long vers la droite, une force de 7 carrés de long vers la droite. Donc vous allez ajouter les deux forces. Vous allez prendre par exemple F1 et vous allez mettre F1 qui fait 1,3 cm. Vous allez mettre F1 ici. Et il va avoir 1,3 cm de long. Et donc maintenant, la somme des deux vecteurs, ça va être le vecteur qui va jusque là, hein, c'est la somme des deux longueurs du vecteur, et donc vous allez devoir, pour compenser cette force-là, tracer un vecteur de 4,3 cm vers la droite. Et ça, ce sera votre vecteur F0. Et s'il fait 4,3 cm, 4,3 fois 50, 4,3 fois 50, ça nous fait 215 newtons. Ok? Donc, pour reprendre un peu tout ça, pour que ce soit un peu clair, okay, quand deux vecteurs sont dans la même direction, la somme vectorielle, c'est simplement un vecteur dont la longueur sera la somme des deux longueurs. Okay, quand deux vecteurs sont dans des directions opposées, la somme vectorielle, ce sera la longueur du plus grand moins la longueur du plus petit, dans la direction du plus grand. Hein, quand vous avez des vecteurs qui sont collinaires, donc qui sont dans la même direction, c'est ce que ça vous donne. Maintenant, si les vecteurs ne sont pas collinaires, vous ne pouvez pas appliquer cette méthode et vous devez utiliser soit la méthode du parallélogramme, soit la méthode bout à bout. Ok? Muy bien. Alors, maintenant, on va faire le dernier. Dessiner deux forces F1 et F2 telles que leur somme soit égale à la force résultante. Donc là, j'ai la force résultante. J'essaye de trouver deux forces F1 et F2 dont la somme donne la force résultante. Alors ça, en fait, vous avez une infinité de solutions. Okay, parce que tous les parallélogrammes que vous pouvez dessiner avec cette ligne-là comme diagonale, ils sont corrects. Hein, alors, ce que je vais faire, c'est que cette flèche-là, je vais la reproduire ici à côté. Okay, donc elle fait 2, 4, 5, et puis 3 de haut. 2, 4, 5 et 3 de haut.
Okay, je vais reproduire cette force à cet endroit-là pour vous donner un deuxième exemple. Premier exemple, on va prendre l'exemple le plus simple. L'exemple le plus simple, c'est quand vous prenez des forces dans des directions perpendiculaires. Donc si vous prenez une force qui est ici horizontale, qui est en fait la projection horizontale du vecteur, et si vous prenez là une force qui est verticale, qui est la projection verticale du vecteur, cette force-là, je peux l'appeler F1, cette force-là, je peux l'appeler F2. Quand je fais la somme vectorielle des deux forces, eh bien, je construis mon parallélogramme, et puis la force F13, c'est naturellement la somme des deux forces. Okay. Donc ça, c'est la manière la plus simple. Mais vous avez plein d'autres manières de faire les choses. Je vais vous en faire une autre. Je vais tracer ici un parallélogramme. Alors, je vais tracer un parallélogramme complètement au bol. Donc, je vais tracer des parallèles qui passent par le début et les fins de chaque flèche. OK? Et puis, ici, je vais tracer des parallèles comme ça. OK? Il est où mon parallélogramme? Ici. Le parallélogramme, c'est tout ça. D'accord? Vous le voyez là, le parallélogramme de la méthode du parallélogramme. Donc, si mon parallélogramme est là, les deux forces qui additionnées vont me donner la force bleue, c'est cette force-là. Et cette force-là. Et puis, il y a plein de possibilités différentes. Hein? Je vous en fais encore une. Ce vecteur-là, il partait de là, c'était 2, 4, 5 vers la droite, 3 vers le haut. Donc je retrace maintenant le même vecteur, et puis je vais vous tracer un autre parallélogramme, un parallélogramme un peu peut-être moins bizarre que celui-là. Je vais tracer une droite comme ça et sa parallèle comme ça. Je vous rappelle qu'un parallélogramme est formé par deux droites parallèles, deux groupes de droites parallèles. Donc voilà, le deuxième côté, je le fais horizontalement. Là, j'ai un parallélogramme qui est différent. Eh bien, les deux forces que je vais devoir exercer pour que ma force résultante soit le vecteur bleu, elles sont comme ça. Okay? Vous avez une infinité de possibilités. Bon, je vais pas faire les mêmes discussions pour celui-là. Il est évident qu'il y a aussi une infinité de solutions, mais il est aussi évident que la solution la plus simple, la plus facile, c'est celle-là, et on sera souvent amené à décomposer les vecteurs de cette manière. Bien, on passe maintenant au cas des corps immobiles. Alors, la loi, dont on a parlé beaucoup dans le cours, qui est une version allégée de la première loi de Newton, il y a une loi qui vous dit que si un corps reste immobile, alors la force résultante qu'il subit est nulle. Vous voyez par exemple ce splendide rouleau de scotch, s'il reste immobile sur la feuille de papier, c'est parce qu'il y a une force de pesanteur qui le tire vers le bas, mais il y a une force de réaction de la feuille de papier, enfin du bloc de papier de la table, qui le pousse vers le haut, et donc il ne bouge plus, parce que la somme des forces est nulle. Okay? Et c'est la même chose pour tous les objets qui se trouvent sur ce bureau. Maintenant, supposons que je prenne une corde, okay, une petite corde. Si je tire avec la même force des deux côtés sur cette corde, la corde, elle bouge pas. Même histoire. Si par contre je tire plus fort d'un côté que de l'autre, la corde elle va se déplacer. Donc vraiment, les objets immobiles, ils sont caractérisés par le fait que la somme des forces qui s'exercent dessus est nulle. Okay. On verra plus tard dans le cadre des lois de Newton que c'est pas seulement le cas des objets immobiles, c'est aussi le cas des objets qui se déplacent à vitesse constante. Mais maintenant on parle d'objets immobiles. Okay. Supposons qu'on a un objet posé sur une table. Eh bien, pourquoi est-ce que cet objet est immobile? C'est parce qu'il y a une force de pesanteur qui s'exerce vers le bas, qui est liée à la masse de l'objet, et on a une force qui est exercée par la table, qu'on appelle la force de soutien,
de la table, et cette force-là, elle est due au fait que la table, elle est rigide, et que donc elle retient les objets qu'on pose dessus, elle est capable d'exercer cette force, et la force de soutien, par définition, c'est toujours une force égale et opposée à la force qui appuie sur l'objet. D'accord ? Voilà, alors on va faire ces quelques petits exercices. Donc ici vous avez une voiture qui a une masse de 640 kg. Alors oui, les voitures de 640 kg, ça n'existe plus, l'exercice il est vieux. Donc on va dire qu'elle a une masse de 1640 kg. J'aime bien que les exercices soient un peu réalistes. Calculer l'intensité de la force de pesanteur. La force de pesanteur, c'est la masse fois G, puis là, comme on va faire une application graphique, je vais approximer mon G à 10, donc ça fait 1640 fois 10, ça fait 16 400 newtons. Ok ? Et puis après, je veux faire un croquis en respectant une échelle de 1 cm pour 2000 newtons. Alors ouais, ça va être un peu grand, parce qu'évidemment, quand l'exercice a été fait avec 640 newtons, ça allait. Donc là, je vais faire une échelle de 1 cm pour 4000 newtons. Okay ? Donc si je divise 16 400 par 4000, combien ça me fait? Si je divise 16 400 par 4000, ça me fait 4,1 cm. Donc la force de pesanteur de cette voiture, avec une masse modifiée, eh bien ce sera un vecteur de 4,1 cm de long. Et ce vecteur, je vais lui donner une légende, je vais l'appliquer au centre de la voiture. En un point, je vais mettre toutes les forces au même point, ok ? Et puis je vais mettre une force de pesanteur dirigée vers le bas. Alors là, on a considéré que la force de pesanteur, on ne vous demande pas de dessiner la force de soutien, donc on ne le fait pas. Mais il y a évidemment une force de soutien. Ensuite, ici, vous avez une boule noire de masse 1,50 kg dans 4 situations suivantes. Donc, la situation A, c'est celle-là, quand elle tombe en chute libre. La boule est reliée par un fil au plafond, c'est celle-là. La boule est immobile sur le sol, c'est ça. Et la boule est immobile retenue par 2 fils, c'est ça. Okay ? Bon, on vous dit que la boule a une masse de 1,50 kg, donc vous pouvez calculer la force de pesanteur, et cette force de pesanteur, ce sera la même pour tous les dessins. Okay ? La force de pesanteur, ce sera 1,5 kg fois G qu'on va approximer à 10, ça nous fait 15 newtons. Et à une échelle d'1 cm pour 10 newtons, ça va nous faire un vecteur force d'une longueur de 1,5 cm. Et pendant que j'y suis, parce qu'il n'est pas interdit de travailler efficacement, pendant que j'y suis, je vais tracer les vecteurs force de pesanteur sur toutes ces masses, parce qu'elles ont toutes la même masse, elles sont toutes sur Terre, donc elles subissent toutes la même force de pesanteur. Okay ? Et puis je note FP avec la flèche pour dire que ça, c'est la force de pesanteur. Voilà. Ensuite, dessiner toutes les forces qui agissent sur la boule noire. Alors, pour le cas A, la masse, elle tombe en chute libre. Qu'est-ce qu'il y a une force vers le haut? Non. C'est pour ça qu'elle tombe d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'une force dirigée vers le bas, et comme la somme des forces n'est pas nulle, la boule, elle n'est pas immobile. Tandis que dans le deuxième cas, on a une corde qui relie la boule au plafond, et donc cette corde, elle va exercer une force, et cette force va compenser la force de pesanteur, de manière que la somme des forces soit nulle, et donc de manière que la boule soit immobile. Alors là, je vais dessiner une deuxième force, qui fait aussi 1,5 cm de longueur, que je vais appeler la force de tension. C'est la tension qui existe dans le fil, et cette tension, ça c'est les propriétés des cordes qui font ça, cette tension, elle est égale et opposée à la force de pesanteur. Donc elle retient la boule. Okay ? Dans le cas C,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la boule est posée sur la table, donc il faut bien qu'on ait une force vers le haut qui empêche la boule de tomber. Alors cette force vers le haut qui empêche la boule de tomber, c'est une force qui aura de nouveau la même intensité que la force de pesanteur, mais ça c'est ce qu'on appelle la force de soutien de la table. On parle de force de tension pour les cordes, on parle de force de soutien pour les objets. Ok, ça pose pas trop de problème. Le dernier, il est poil plus compliqué parce que la boule, elle tient par deux cordes. Donc, l'effet combiné des tensions dans ces deux cordes doit vous donner une force qui est égale et opposée à la force de pesanteur, parce que vous voulez compenser la force de pesanteur. Donc, comment vous faites? Vous voulez compenser la force de pesanteur? Très bien. Alors, dessinez la force que vous voulez. La force que vous voulez, c'est une force vers le haut. Je la dessine en trétillé parce que c'est pas une vraie force qui s'exerce dans le système, ok? Mais je dessine moins Fp vers le haut, et puis maintenant je veux que ce moins Fp, ce soit la somme des deux tensions dans les deux cordes. Alors comment je fais? Je dois décomposer mon moins Fp dans les directions des deux cordes. Alors les directions des deux cordes, vu que les cordes elles sont pas très longues, je vais les prolonger un peu ces directions. D'accord? Je vais les prolonger pour que le dessin soit plus facile à faire. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Avec ce moins Fp, je trace un parallélogramme dont moins Fp sera la diagonale. Okay? Donc là, je trace une parallèle au trait horizontal qui est là. Ici, je trace une parallèle à l'autre corde. Tac. Et puis comme ça, j'ai construit les deux tensions qui doivent s'exercer dans les deux cordes. Là, j'ai une tension que je vais appeler T1, et là, j'ai une tension que je vais appeler T2. D'accord? Vous voyez, j'ai tracé l'inverse de la force de pesanteur, l'opposé de la force de pesanteur, et j'ai décomposé cette force de pesanteur dans les deux directions des deux cordes, qui sont les directions dans lesquelles je veux déterminer les tensions. Okay? Alors maintenant, je mesure ces forces. On a 2,3 cm à 10 newtons par centimètre. Ça fait 23 newtons. Donc ici, je note proprement T1 égale 23 newtons. Je vous rappelle que si je mets l'intensité, c'est sans la flèche. Et puis T2, je la mesure. T2, elle fait 2 cm, donc 2 cm. Ça fait une intensité de 20 newtons. Okay? Donc vous voyez dans ce cas-là que pour retenir une force de pesanteur de 15 newtons, il nous faut deux tensions, une de 23 newtons et une de 20 newtons. J'ai fait une bêtise, Ici c'est 15, c'est 1,5 cm, c'est pas 2 cm. Donc là, excusez-moi, c'est pas 20 newtons, c'est 15 newtons. Dieu sait combien d'erreurs j'ai fait dans ces vidéos, dont je me suis pas rendu compte, mais bref. Ok. Pour l'exercice 3, vous avez eu de la peine avec cet exercice, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que plus la corde est longue, plus la force change. Okay? Alors que c'est pas du tout le cas. Arrêtez de penser que les forces ont quelque chose à voir avec la longueur des cordes dans les systèmes où on a des trucs qui sont attachés avec des cordes. La corde, elle transmet la force d'un bout à l'autre, quelle que soit sa longueur, pour peu qu'elle soit pas élastique, etc. Okay? Donc, quand vous avez une corde qui est par exemple disposée verticalement, okay, eh bien la corde, elle exerce une force toujours dirigée vers son centre. Okay?
Et la tension d'une corde, elle est toujours dirigée vers le centre de la corde aux deux extrémités. Et si la corde est plus longue, eh bien, ça ne change strictement rien. La force que vous exercez à une extrémité, elle est contrée par la tension, et la tension, elle se transmet dans l'ensemble de la corde. Donc ces deux masses-là, qu'il y en ait une plus haute, une plus basse, ou qu'elles soient les deux à la même hauteur, c'est strictement la même chose. Okay. Donc quand vous voyez l'énoncé de l'exercice, soit les deux masses M1 et M2 reliées par une corde suspendue au moyen d'une poulie comme ci-contre, le système est à l'équilibre, et la masse M1 vaut 0,357 kg, ben la masse M1, elle vaut évidemment la même chose. La même chose, elle a la même masse. Sans quoi, la masse la plus lourde, elle entraînerait le système, et le système tournerait du côté de la masse la plus lourde. La masse la plus lourde descendrait, la masse la plus légère monterait. Okay. Mais là, si les deux masses sont égales, les deux forces de pesanteur sont les mêmes, et donc les deux forces sont identiques. Alors, si on veut faire la chose proprement, en faisant tout le raisonnement, etc., votre masse 1, elle vaut 0,357 kg. Donc, la force de pesanteur que je vais appeler force de pesanteur 1, qui est la masse 1 fois G, eh bien, cette force de pesanteur, elle sera de 0,357 kg fois 9,81 et ça vous donne 3,5 newtons. La force est de 3,5 newtons. Alors, si vous voulez faire le dessin complet, eh bien, vous vous donnez une échelle, parce que vous ne pouvez pas tracer des vecteurs sans avoir une échelle qui fixe la correspondance entre le nombre de newtons et le nombre de centimètres. Et puis, pour ça, ben, on peut prendre 1 centimètre correspondant à 1 newton, par exemple. Okay. Alors maintenant, là-dessous, on va dessiner nos forces de pesanteur. Je vais effacer ça. Voilà, et donc on va tracer pour le vecteur FP1 une flèche de 3,5 cm vers le bas. Okay. Donc je place quelque part au milieu de la masse mon point d'application, et puis je trace un vecteur de 3,5 cm de long, qui est le vecteur FP1. La masse 1 étant à l'équilibre, ça veut dire que la somme des forces sur cette masse doit être nulle. Donc si la somme des forces doit être nulle, ça veut dire qu'il doit exister une force vers le haut qui est de même intensité. Donc je trace une force vers le haut de même longueur, et ça, ce sera la tension T dans la corde. Okay. Alors, la force T, la longueur du vecteur n'a rien à voir avec la longueur de la ficelle. La longueur du vecteur T, il dépend uniquement de l'intensité de la force et de l'échelle. Okay. On a une force de 3,7 newtons, une échelle d'1 cm par newton, donc ça nous donne 3,5 cm. Et puis la tension, elle est transmise dans la corde. La poulie, elle ne modifie pas la tension, elle ne fait que changer la direction de la force. Okay. Et donc la force, elle va maintenant être dirigée. Alors d'habitude, dans une corde, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si on a une corde comme ça, eh bien les deux forces de tension sont dirigées vers le centre de la corde. Donc ici, la force de tension qui est transmise de l'autre côté, eh bien, elle sera transmise, et puis donc elle aura la même intensité, et puis elle tirera vers l'intérieur de la corde. Donc cette force-là, elle va s'exercer verticalement, et puis la longueur du vecteur, ce sera la même que ce vecteur ici. Vous voyez, celui-là, il arrive un petit peu plus haut parce que la masse, elle est un peu plus haut, mais c'est égal. Si la masse était plus bas, ça revient au même. Et donc, pour équilibrer cette force de tension sur la masse 2, il va vous falloir une force de pesanteur de la masse 2, qui est aussi de 3,5 newtons. Donc, avec ce dessin qui se fait sur la base des conditions d'équilibre, etc.,
on a déterminé que FP2 devait être égal aussi à 3,5 newtons, ce qui implique que la masse 2, qui est égale à FP2 sur G, eh bien la masse 2, ce sera 3,5 sur 9,81, et ça vous redonne exactement la même valeur de 0,357 kg. Donc quand vous avez deux masses suspendues à une poulie sans frottement et sans masse, etc., eh bien, les deux masses, soit elles restent à leur hauteur auquel vous les avez posées, soit, si les masses sont en mouvement, elles se déplacent à vitesse constante. Bon, la vitesse constante, c'est la première loi de Newton, vous n'êtes pas obligé de savoir ça, mais sachez que si elles sont immobiles, toutes les forces sont égales, toutes les forces se compensent, et donc, que les masses soient situées comme ça, ou que les masses soient situées comme ça, ou que les masses soient situées comme ça revient strictement au même. La longueur des ficelles n'a aucune importance. Okay. Voilà, maintenant faites le suivant, arrêtez la vidéo, allez-y. Voilà, donc là, on a une boule noire de 3 kg qui est retenue immobile par le système suivant composé de 1, 2, 3 poulies. Et une brique noire qui fait contrepoids. Ça, c'est la brique. Ok. Et ça, c'est la boule. Alors, cette boule noire, elle est de 3 kg. Ok. La masse de la boule, elle est de 3 kg. Donc, la force de pesanteur sur la boule, que j'appelle FPB, c'est 3 fois G. Le G, on l'approxime à 10. Ça fait donc environ 30 newtons. Alors 30 newtons, on va se donner une échelle de 1 cm pour 10 newtons, ce qui semble tout à fait raisonnable. Et donc la force qui s'exerce sur cette boule, ça va être une force de 30 newtons, donc elle va être représentée à l'échelle fixée par un vecteur de 3 cm de long dirigé vers le bas, ça c'est FPB. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Cette boule, vous voyez qu'elle est retenue par une poulie autour de laquelle passe un fil. Mais le système est immobile, cette poulie, elle pourrait tout aussi bien être collée, elle pourrait être incapable de tourner, ça reviendrait au même. Okay. Donc, dans la poulie, à partir de la poulie, vous avez deux fils qui montent. Donc, si vous voulez équilibrer cette force FPB, vous allez devoir avoir deux forces vers le haut qui font la moitié de la longueur. Okay. Cette force-là, on a dit qu'elle faisait 3 cm. Donc, ici, je dois avoir deux forces de 1,5 cm chacune. De 1,5 cm chacune. Vous ne regardez pas la longueur de la corde, ça n'a aucune importance. Et donc, si ici, vous aviez 30 newtons de force vers le bas, étant donné que vous avez maintenant deux forces vers le haut, chacune de ces deux forces va faire 15 newtons, parce que les deux, elles s'exercent verticalement, donc elles sont égales. Alors ça vous permet de déterminer la tension dans la corde. Vous voyez que la tension dans la corde, elle n'est pas de 30 newtons, elle est de 15 newtons. Et quand vous avez une tension dans une corde qui est à l'équilibre, eh bien la tension est la même dans toute la corde, parce que si la tension variait dans la corde, elle bougerait. Okay. Donc la tension, c'est la même dans toute la corde. Donc vous allez avoir une tension de 15 newtons qui va agir dans ce sens-là. Vous aurez aussi une tension de 15 newtons qui va agir dans le sens opposé. Et puis ici, au niveau de notre dernière masse, alors je vais mettre du blanc au milieu pour pouvoir tracer mon point d'application. Je trace mon point d'application au centre de la masse. Et puis là, j'ai une force de tension qui s'exerce vers le haut. Et l'intensité de cette force de tension, c'est 15 newtons. Okay. Donc pour compenser cette force de 15 newtons de tension vers le haut, il nous faut bien sûr une force de tension de
15 newtons vers le bas. Pardon, une force de pesanteur de 15 newtons vers le bas. Donc ça, je vais l'appeler FP2. Oui, parce que brique et boule, c'est la même lettre. Donc je vais l'appeler FP2, cette force-là. Ok. Et donc FP2, elle a une intensité de 15 newtons et elle est égale à la masse 2 fois G. Donc la masse 2, c'est FP2 sur G, c'est-à-dire 15 newtons sur... Ouais, bon, j'ai dit que je ne mettais pas les unités dans les formules. Donc c'est 15 divisé par G que j'arrondis à 10. Et donc ça fait 1,5 kg. Okay, donc dans ce système-là, pour soutenir le poids d'une grosse boule qui est de 30 newtons, vous avez besoin uniquement de 15 newtons dans la corde, parce que la corde passe 2 fois dans la poulie, et donc cette force de 15 newtons, elle s'exerce 2 fois vers le haut. Donc, quelle est la masse de la brique noire? Ben là, on y a répondu, la masse est de 1,5 kg. Et puis, ce genre de problème, vous pouvez le complexifier autant que vous voulez. Donc, si vous avez un système de poulies, alors là, je vais exagérer un peu, ok, je vais faire un système de plein de poulies comme ça. Et puis, ici, vous voulez tirer avec la main. Et puis, à ces poulies, vous avez un objet de masse, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en supposons qu'on a une masse de 800 kg qui est suspendue ici. Donc pour 800 kg, vous aurez une force de pesanteur qui sera d'environ 8000 newtons, mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cordes qui tirent vers le haut, parce que vous avez plus de poulies que dans l'exemple précédent, et donc chacune des cordes va fournir une force de 1000 newtons. Ok, donc là, bon, c'est pas à l'échelle. Ok, si vous avez 8000 newtons vers le bas, vous avez 1000 newtons vers le haut, et donc vous devez exercer une force de 1000 newtons pour équilibrer une masse qui a un poids de 8000 newtons. Donc, vous divisez en fait le poids de l'objet que vous soulevez par le nombre de fils qui relient cet objet au plafond. Et puis au niveau des forces sur le plafond, ben ici on aura une force de 1000 newtons parce qu'il y a une seule corde. Ici on aura 2000 newtons parce qu'il y a deux cordes qui tirent vers le bas. Ici aussi, on aura 2000 newtons. Ici aussi, on aura 2000 newtons. Et là, on aura aussi 2000 newtons parce qu'il y a 1000 newtons ici et 1000 newtons de force qui sont fournis par votre main qui tire sur le système. Ok, donc en haut, vous avez 2000, 4000, 6000, 2000, 4000, 6000, 8000, 9000 newtons. Et vers le bas, vous avez aussi 9000 newtons, vous avez 8000 newtons là et 1000 newtons là. Mon dessin, il est un petit peu faux. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans mon dessin? En fait, cette corde-là, j'aurais dû la faire verticalement plutôt qu'avec un angle. Parce que si vous avez un angle, la force qui est exercée, c'est plus 1000 newtons, c'est un peu moins sur le plafond. Voilà. Ah non, il y a encore un exercice dans ce chapitre. Vous avez 3 montages ci-dessous, déterminez les forces indiquées par le dynamomètre. Alors quand donc on vous donne une masse de 2,7 kg, les masses du dynamomètre sont négligeables, ils ne sont pas identiques, ça veut dire que vous pouvez pas lire la valeur de la force sur le dynamomètre, parce que ça c'est manifestement un dynamomètre plus sensible que celui-là et que celui-là. Vous voyez? Donc c'est pas les mêmes dynamomètres, n'allez pas lire la valeur, en plus vous n'avez pas de graduation, donc vous savez pas lire la valeur. Alors, on sait que la masse ici, elle est de 2,7 kg pour toutes ces masses. Bon, alors, on a une force de pesanteur, on va prendre 1 cm pour 10 newtons, une masse de 27 kg, ça nous fait une force de pesanteur,
une masse de 2,7 kg, ça nous fait une force de pesanteur de 27 newtons. Donc je vais tracer pour la force de pesanteur un vecteur de 2,7 cm de long depuis son point d'application. Et donc si je regarde la force qui est exercée par le dynamomètre, pour que la masse soit à l'équilibre, le dynamomètre, il doit exercer vers le haut une force de tension. Alors vous pouvez l'appeler force de tension, vous pouvez l'appeler force de réaction du ressort, ça m'est un peu égal. La force de tension qui est là, elle vaut aussi 27 newtons. Ok? Donc là, vous mesurez dans la situation 1 une force de 27 newtons. Dans la situation 2, vous mesurez quoi? Bon, ben la masse, c'est la même. Okay, donc on trace un vecteur force de pesanteur qui est aussi un vecteur de 2,7 cm. Je suis désolé, le dessin il est un peu mal placé, ça ne change rien, vos vecteurs ne dépendent pas de ce qui se passe sur le dessin. Donc vous avez la même force de pesanteur ici, le même vecteur que là de 2,7 cm de long. Donc la tension dans la corde, où est passé mon stylo vert? Là, donc la tension dans la corde, elle doit être aussi de 27 newtons. Et puis 27 newtons, ça arrive là, vous vous occupez pas de ce qui se passe sur le dessin, ça n'a rien à voir. Vous avez une tension là de 27 newtons. Cette tension, elle est transmise jusqu'au dynamomètre qui se trouve là. Ok, donc là vous avez de nouveau une force de 27 newtons de tension, et donc on est exactement dans la même situation que là. Le dynamomètre, il va offrir une force, alors appelons la force de rappel ce coup-ci, de 2,7 newtons. Ok, force de rappel du ressort. Et puis pendant qu'on y est, pour que ce soit consistant, pour pas que vous vous mettiez à hurler dans vos chaumières, eh bien, appelons ça aussi la force de rappel du ressort. Excusez-moi, j'ai mis une flèche là où j'aurais pas dû. Alors, pourquoi est-ce que j'hésite entre force de rappel et force de tension? Parce que vous pouvez argumenter efficacement pour les deux. Okay, vous pouvez dire que la force de rappel du ressort, elle s'exerce au bout du ressort, et puis qu'après c'est une force de tension qui s'exerce dans le petit crochet, ou vous pouvez dire directement que c'est la force de rappel du ressort. Donc ici, on a une force de rappel qui est un vecteur de 2,7 cm de long. Donc la force de rappel, elle est comme ici de 27 newtons, et donc dans cette deuxième situation, on mesure aussi 27 newtons. Et puis la troisième situation, comme il y a une masse suspendue de chaque côté, vous avez l'impression intuitivement que la tension dans la corde devrait être plus forte. Mais en fait, quand le système est à l'équilibre, que le dynamomètre soit accroché à un mur ou que le dynamomètre soit attaché à un fil qui passe sur une poulie avec une masse qui le retient derrière, ça revient au même. Okay, cette situation-là, elle n'est pas distinguable de cette situation-là du point de vue des forces. Et donc, ici, on aura de nouveau la même construction. Alors, si je la fais par-dessus, ça va être un peu compliqué. Mais j'ai donc de nouveau ma force de 2,7 cm, donc de 27 newtons, qui s'exerce vers le bas. J'ai de nouveau une tension qui s'exerce vers le haut de 2,7 cm ou 27 newtons. Cette tension, elle agit de nouveau au niveau de ce crochet là, ok? Et puis vous vous dites là, il y a une autre tension. Non mais attendez, ici il y avait aussi une tension, simplement on l'a pas décidé. Dans ce bout de corde là, il y a la corde qui exerce une tension qui va équilibrer la tension qui part vers la gauche sur le dynamomètre. Donc là, en fait, on a une tension de 2,7 newtons qui est équilibrée par une force exercée par le mur. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler cette force? On va dire que c'est la force du mur. C'est la force exercée par le crochet qui est dans le mur auquel est appliquée la force. Okay, et c'est exactement la même chose que dans cet exemple-là. Vous avez
une force de tension de 2,7 qui est due cette fois non pas au mur, mais qui est due à la présence d'une masse qui, elle, a une force de pesanteur de 2,7 newtons. Okay. Donc, les situations 2 et 3 sont absolument équivalentes et donc le dynamomètre va mesurer aussi ici une force de 27 newtons. Voilà. Je vous rappelle que les poulies modifient la direction de la force sans en mesurer l'intensité. Donc je vous rappelle que si j'ai un système avec une certaine masse qui est ici, et puis ensuite j'ai un système de poulies compliqué, okay, dans lequel les fils partent dans tous les sens, okay. De l'autre côté, pour avoir l'équilibre, je vais devoir avoir la même masse, même si les poulies vont dans tous les sens. Parce que ici, vous avez une force de pesanteur qui a une certaine intensité, qui est compensée par une force de tension. Cette force de tension, elle se propage dans toute la corde. Les poulies en changent la direction, mais pas l'intensité. Donc cette force de tension va être la même dans toute la corde. En particulier, elle va être la même à l'endroit où la corde est suspendue à la masse 2, et donc il vous faudra la même force de pesanteur dans les deux cas pour équilibrer le système. Voilà, ça termine le chapitre 7, et à la prochaine vidéo, on fera le chapitre 8.